Le cercle RH et les experts de Smart Job comme chaque semaine, avec l'actualité évidemment cette semaine. Alors on va mettre de côté provisoirement le débat des retraites, puisque évidemment on est suspendu aux lèvres des sages du Conseil constitutionnel. 3 sujets aujourd'hui. Le RSA rebond, parce que le RSA tout le monde connaît, mais il y a le RSA rebond qui suscite un débat, un peu le donnant-donnant, on va en parler dans quelques instants. La démission, qu'on n'appelle pas encore en France la grande démission, mais un chiffre qui progresse en matière de démission, dans certains secteurs d'ailleurs, faut-il le préciser. Et puis Thibaut Guilluy, et en particulier le garde des Sceaux, était en maison d'arrêt pour parler du travail en prison, qui est un outil de réinsertion. On va en parler avec mes invités. Véronique Reilsout, merci d'être là. Ravi de vous accueillir, présidente de Backbone Consulting. À vos côtés, Clara Lambert. Bonjour Clara, vous faites partie maintenant du cercle très fermé des experts de Smart Job, qui était un vrai privilège. Senior manager chez SIA Partners. Merci d'être là. Et Jean-Michel Garrigue, un des membres fondateurs de cette guilde, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Bonjour Jean-Michel. L'expérimentation du RSA rebond, ça démarre dans l'heure. Juste un petit mot, parce que ce qui est intéressant avec Véronique, c'est qu'on a aussi la température des réseaux. Ça a suscité débat. Est-ce que ça fait réagir? Est-ce que cette question de « OK, une allocation, mais en échange, tu vas bosser ou faire un stage de 20 heures » Alors d'abord, c'est un sujet extrêmement politique. Certes RH, mais extrêmement politique. C'est un sujet qui clive énormément. Le RSA rebond n'est pas forcément très connu et il engage généralement sur un autre débat qui est le RSA des moins de 25 ans, alors qu'il n'y a pas forcément un lien entre les deux, mais c'est souvent associé. Il y a beaucoup de sujets autour du fait que le RSA des moins de 25 ans, ce serait un sujet. Et ensuite, il y a des gens qui sont pour, mais en plus petite quantité, ceux qui s'expriment. Et vous avez ensuite des gens qui sont plus dans une logique de comme si les gens qui sont RSA avaient fait le choix de. Et donc, il y a énormément de témoignages de personnes qui expliquent la réalité d'être au RSA. Ça n'est pas une bonne nouvelle. On ne le fait pas parce qu'on est des feignants. Et voilà. Donc, il y a plein de clichés qui sont échangés. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de volume, mais par contre, c'est extrêmement marqué et extrêmement clivant quant au débat. Jean-Michel Garrigue, ce débat politique qui est un débat RH. Mais le débat du RSA, c'est les départements gèrent, pour juste se rappeler quelques éléments, ils payent ces allocataires du RSA, dernier rempart, puisque ce sont des personnes qui ont quitté Pôle emploi pour la dernière et ultime allocation. Est-ce qu'il semble logique, est-ce qu'il vous semble logique, parce que cette question, elle est posée, ça démarre dans l'heure, qu'il y ait cette idée de remettre aussi ces personnes au travail et que ça ne soit pas finalement un revenu universel, mais véritablement une allocation de retour à l'emploi? Parce que c'est le débat qui est posé aujourd'hui. C'est un vieux marronnier. Des heures de travail contre des allocations, ça avait déjà été évoqué lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. L'année dernière, on avait réévoqué le sujet et à l'époque, de mémoire, une grande majorité des Français dans les sondages étaient favorables, je crois de l'ordre de 80% des personnes interrogées étaient favorables à l'échange RSA, si j'ose dire, contre un nombre d'heures de travail par semaine qui n'était pas encore déterminé. Donc un sujet qui pour l'instant était plutôt consensuel, qui a été un peu mis de côté pendant toute la période de la réforme des retraites et qui ressort opportunément aujourd'hui. Le danger, me semble-t-il, c'est que dans cette période un peu électrique que nous vivons depuis de nombreux mois, ce sujet qui était consensuel l'année dernière le devienne beaucoup moins, simplement parce qu'il faut saisir des prétextes de rébellion collective. L'État, quand même, ouvre le chéquier 1 milliard pour l'année 2023, 2 milliards pour l'année 2024. Qu'est-ce que vous en pensez de cet enjeu? Parce qu'il y a déjà une expérimentation très concrète qu'on appelle le contrat engagement jeune. Pour les jeunes qui ont décroché totalement et qui ont quitté l'école, il y a ce contrat, c'est-à-dire du stage, une volonté de prendre une filière. Tout à l'heure, on parlera de la démission. En échange d'une allocation pour ces jeunes qui n'ont pas de revenus. Est-ce que ça vous semble être une bonne idée? Parce qu'il y a un débat qui est posé sur le plan politique. Moi, je pense qu'il faut s'interroger du point de vue des bénéficiaires, mais aussi du point de vue des entreprises qui vont les accueillir. Et cet enjeu, pour les entreprises, c'est l'enjeu du retour à l'emploi des personnes qui en sont éloignées. C'est donc un enjeu de diversité. Cet enjeu de diversité, c'est un enjeu pour eux en tant qu'acteurs engagés, en tant qu'entreprise citoyenne. Et là, on va les interroger en tant qu'employeurs. C'est aussi un enjeu qui s'inscrit dans un contexte tendu,
dans lequel les entreprises ont besoin de ressources. Et donc, elles vont devoir aller chercher des profils plus variés. D'où le débat politique, je m'autorise. Exactement. Certains disent, mais c'est trop facile, parce que vous allez chercher finalement des emplois au rabais, parce que c'est ça qui est posé sur la table. Et d'où le débat politique. Néanmoins, une grande partie des Français, j'ai le sentiment qu'ils sont mûrs. Alors, je sais pas même les gens qui sont RSA ne sont pas forcément contre. Exactement. Ça devient juste, et vous avez raison, dans le contexte actuel, c'est particulièrement inflammable. Ça devient un sujet politique beaucoup plus que ça ne l'était il y a quelque temps, au point où d'ailleurs on rappelle régulièrement les montants. Et quand je vous parlais de témoignages, vous avez beaucoup de gens qui sont RSA qui disent mais moi je ne demande qu'une chose, c'est effectivement retourner à l'emploi. Mais est-ce que ce sera des vrais emplois? Est-ce que ça va fonctionner? Et globalement, dites-vous bien que aujourd'hui c'est 607 € puisque ça a été révisé au 1er avril, mais on ne vit pas bien avec 607 €. Donc non, je n'ai pas envie de rester au RSA toute ma vie. Donc ils sont plutôt dans les 80% que vous évoquiez. Un petit mot côté employeur, parce que vous soulevez le débat des employeurs. La question qui est posée, c'est stage, débat de la formation, quid de la formation, parce que beaucoup sont prêts à revenir, mais certains, et on le voit dans les statistiques, sont très éloignés de l'emploi depuis longtemps. Ces questions-là sont posées sur le plan RH. Les entreprises se disent, moi j'ai quand même besoin de quelqu'un qui produise de la valeur. Je ne suis pas un centre de formation. Enfin, cette question-là, elle est aussi posée. L'enjeu central pour l'entreprise, c'est la compétence. Donc, il faut faire que cette diversité de profils soit la bonne compétence pour le bon poste au bon moment. Pour ça, il faut du temps. C'est des accompagnements qui doivent s'inscrire dans la durée avec, comme vous le dites, non pas des emplois précaires, mais des emplois de qualité. Ensuite, il faut travailler sur facile la à confiance. dire, plus difficile à faire. Exactement, très difficile à faire. Il faut travailler sur la confiance et sur la montée en compétences, qui est d'abord un savoir-être, la plupart du temps. Nous sommes d'accord. Il faut un accompagnement global qui permet de lever certains freins sociaux. État ou entreprise, Clara? Non, je m'autorise parce que ça, l'entreprise dit attendez, c'est pas à moi de le faire. Justement, c'est la bonne question de la limite de la responsabilité de l'entreprise, et c'est ce qui oblige à travailler avec un écosystème d'acteurs spécialisés, parce que l'entreprise ne pourra pas répondre à l'ensemble des problématiques. Mais Jean-Michel, vos RH, tout le réseau auquel vous êtes connectés se disent attendez, nous effectivement, on est en pénurie de salariés, on ne trouve pas nos talents, on ne trouve pas nos collaborateurs. Mais pour autant, est-ce qu'ils sont prêts à avoir cette main tendue à l'égard des allocataires du RSA, qui pour certains sont très mobilisés, mais effectivement très éloignés de l'emploi, même dans le savoir-être, même dans l'évolution du monde de l'entreprise? Vous vous souvenez que pendant une époque, on avait eu envie de subordonner le maintien des allocations de chômage à l'acceptation d'un emploi. Au bout de 3. Au bout de 3. C'est ça. Voilà, on est un peu dans le même système, si vous voulez. Quels sont les emplois qui vont être réservés à ces allocataires du RSA? Enfin, il ne faut pas se leurrer. Enfin, l'idée que j'en ai, c'est que ce ne seront pas des emplois de grande qualification. C'est les emplois du secteur de la démission. Des emplois subalternes, voire des emplois même de complément sur des activités qui peuvent n'avoir rien à voir avec la formation des personnes qui bénéficient de RSA. Mais peut-être utile, excusez-moi, je me fais l'avocat du diable, mais peut-être utile pour retrouver un peu de dignité, pour retrouver un peu l'idée que ma vie ne sert pas à rien, quoi. Mais des métiers dans la santé, l'accompagnement enfin, tous les métiers pour lesquels on a besoin, l'emploi à domicile, enfin, des métiers un peu subalternes, mais pour lesquels actuellement on manque cruellement, je dirais, de gens qui veulent exercer ces métiers. Je vois bien un rapide calcul d'adéquation entre une offre abondante et une demande qui va apparaître. Et on peut craindre effectivement de ce point de vue-là qu'on ne tienne pas compte des formations de base et des compétences de base des personnes en RSA, mais simplement de dire on a des besoins à un endroit, on a des ressources à un autre, on va essayer de les mettre en adéquation. Donc il y a un débat sur la formation et sur le coût pris en charge de la formation et de l'accompagnement. D'ailleurs, on tourne la page, mais c'est intimement lié. Les chiffres et papiers des Échos sur les augmentations du nombre de démissions qui commencent sérieusement à inquiéter le ministère du Travail. Alors, c'est pas la grande démission à l'américaine, mais ça progresse. Qu'est-ce que disent les internautes et qu'est-ce que disent finalement les Français sur ce sujet? Est-ce qu'il y a un ras-le-bol, non pas du travail, mais des conditions de travail? Alors, il y a un ras-le-bol des conditions sur tout travail, une recherche de sens. On sort du Covid où les uns et les autres ont découvert un autre rapport au travail. Et surtout, ça n'est plus quelque chose de
compliqué à gérer. C'est-à-dire qu'avant de donner sa démission, on cherchait un autre emploi, on se disait, voilà, on en parlait pas tant que ça, et on était plus sur un sujet de turnover et d'évolution de carrière. Là, vous avez même des sites qui se sont créés. Il y a un site qui s'appelle voilà, je donne ma démission. Eh bien, je donne ma démission.fr. Ça vous explique comment on fait. Vous pouvez même donner votre démission en direct. On vous écrit les courriers. Enfin voilà, c'est devenu quelque chose de courant quand vous rencontrez quelqu'un. On crée un business sur la démission. C'est un business à part entière, avec une réalité qui est, oui, les gens ils cherchent du sens. Alors il y a eu plein d'initiatives d'entreprises, à commencer par les conséquences de la loi Pacte avec les sociétés à mission et la raison d'être qui donne une raison d'y être. Qui reste très minoritaire encore. Mais qui reste quand même très minoritaire. Et globalement, on a un sujet qui est certes le salaire, mais vous avez une partie de la population qui se dit, puisque l'offre et la demande sont des avantages, le marché est souple. Et donc je cherche un meilleur salaire. Et puis vous avez des gens qui ne sont pas heureux dans leur travail, qui se posent des questions, et qui se posent des questions sur leur vie, plus encore que sur leur travail, qui est j'irais bien à la campagne, très existentiel, en télétravail. Et donc c'est plus compliqué que ça. Puis après, vous avez des secteurs d'activité où ces nouvelles aspirations ne sont pas possibles. On y vient. Vous avez besoin des gens sur le terrain. Deux informations, Véronique, pour prolonger. 9,6% quatrième trimestre 2019, ça c'était le volume de démission par rapport aux effectifs en poste. Et on est passé au quatrième trimestre 2022 à 11,4%. Alors évidemment, ça n'a pas doublé, mais ça progresse. Et les volumes de démission par rapport aux effectifs par secteur, et là ça devient intéressant, l'hébergement, la restauration, donc on évoquait tout à l'heure les allocataires du RSA, le commerce, la construction, les services aux entreprises et l'industrie, qui crée un petit paradoxe, puisqu'on a un ministre qui nous dit qu'on n'a jamais autant fait d'industrie, créé d'entreprises. C'est quand même un secteur sur lequel on manque de postes et on démissionne. Jean-Michel, et après Clara. Ce sont des secteurs dans lesquels l'offre est très importante et on manque de bras. Donc, ce sont des secteurs dans lesquels on peut dire que, d'une certaine manière, le rapport de force se rééquilibre. Il est plus facile de donner sa démission dans des secteurs comme l'hôtellerie-restauration, le bâtiment ou le commerce. 2 jours après, j'ai un job. Dans lesquels, je dirais, il y a énormément de postes qui ne sont pas pourvus. C'est quand même beaucoup plus facile. Si vous regardez le détail, il y a des secteurs d'activité dans lesquels l'offre est assez réduite, voire faible, et dans lesquels ce pourcentage est beaucoup moins important. Enfin, on en revient, excusez-moi Jean-Michel, et Clara, côté SIA Partners, doit avoir quand même une analyse sur les conditions de travail. Parce qu'on entend bien les discussions de café, en l'occurrence, de salariés qui disent « mais je ne veux plus bosser jusqu'à 1h du matin, le télétravail, j'y ai pas droit ». Enfin, tous ces sujets-là impactent ces salariés. Ce n'est pas des cols blancs, ça. C'est sûr que l'entreprise, elle doit travailler à être plus attractive et à mieux retenir ses talents. Donc, elle doit travailler même pour le bar tabac du coin de la rue. Parce que, vous voyez, là... Chacune des attentes de ses collaborateurs. Vous avez cité l'équilibre vie pro, vie perso, en numéro 1. Il y a aussi les opportunités de développement. Il faut repenser les parcours de carrière pour aider à se projeter plus longtemps. Clara, je ne vais pas vous interrompre, mais le patron, je mets un grand patron de la restauration, il a 3 restaurants, il a 35 salariés, parmi lesquels des cuisiniers. C'est compliqué pour lui, en fait. Dans sa réalité du quotidien, il a un planning, il a des plats à sortir. Ça marche dans les grands groupes, ça? Non, enfin, c'est compliqué pour la PME, ça. C'est compliqué. C'est les emplois que vous avez cités, c'est ce qu'on disait, ce sont des emplois où vous devez être présent. On voit que les gens ont envie d'un autre mode de vie, se poser des questions sur le télétravail, aller en province. Et quand vous devez être présent, c'est plus compliqué. Du coup, ils doivent trouver des solutions. Les solutions, elles sont le salaire. Et dans les conditions de travail, il y a une piste qui est extrêmement testée en ce moment et qui rejoint votre sujet de planning et de complexité, c'est la semaine des 4 jours. Exact. Et la semaine des 4 jours, c'est une façon de montrer, ok, donc ça ne sera que 4 jours. Ça veut dire double équipe pour le restaurateur. Mais ça veut dire double équipe pour le restaurateur. C'est un coup... C'est très compliqué la à gérer. flexibilité, si elle n'est pas sur le lieu, elle va être sur le temps de travail. On est d'accord, mais il y a quand même des enjeux forts avec, parce que les Français sont sensibles à l'hôtellerie et à la restauration, et que quand un hôtelier ferme la moitié de ses chambres parce qu'il n'a pas les femmes de ménage pour les nettoyer, ça a des enjeux. Fermons ce débat passionnant et ce sujet par les prisons, parce que c'est un sujet qu'on a traité sur ce plateau avec des associations très engagées, avec le président des entrepreneurs, Pierre Guillet, entrepreneur et dirigeant chrétien qu'on salue, dont l'entreprise d'ailleurs donne de l'emploi à des détenus, des petits capteurs électroniques qui traitent sur les questions de gaz, de mémoire. Ça, c'était intéressant parce que Dupond-Moretti, en prison, avec Thibaut Guilluy d'ailleurs, disent qu'il faut accélérer.
c'est l'outil d'insertion, mais là aussi, excusez-moi, mais je traite ce sujet-là depuis 20 ans. J'en parle depuis 20 ans. C'est l'outil d'insertion, sauf qu'il n'y a pas de travail en prison. C'est ça, ça rejoint les stats qu'on donnait sur le RSA, c'est-à-dire que les Français sont d'accord. On est tous d'accord, hein ? Trouvent que c'est très bien. Si ça n'est pas au détriment des Français qui sont dehors, c'est le petit bémol qu'ils mettent. Les prisonniers sont d'accord, mais c'est un sujet de conditions de travail, de réalité de l'offre, de la réalité aussi des conditions de vie qui sont souvent rappelées par les prisonniers en disant oui, un boulot, mais déjà mon quotidien en tant que prisonnier et l'état des prisons fait que. Donc oui, c'est un marronnier qui est plutôt bien accepté dans l'opinion publique, mais globalement, il n'y a pas de solution. Ça ne peut concerner par définition que des activités de production. Clairement. Pas des activités de service. Or, les secteurs dans lesquels on manque le plus de bras sont des secteurs pour lesquels, par définition, il faut être proche. L'hôtellerie-restauration, le bâtiment travaux publics, le commerce. Donc, tous les métiers ne sont pas accessibles à l'emploi en détention. C'est compliqué, oui, c'est vrai. Voilà, il faut que ce soit des emplois qui sont essentiellement de production, l'empaquetage, de production, voilà, de mise en forme, de préparation, etc. Donc ça limite le nombre d'emplois concernés, et ça demande effectivement des entreprises qui acceptent de dégager du temps et des capacités de travail pour les mettre en prison, comme le cas de Pierre Guillet, que vous avez cité. On a reçu quelqu'un d'ailleurs il y a quelques mois qui a ouvert un call center dans une maison d'arrêt, je crois, à Bapaume, puisqu'il était notre invité il y a quelques mois, et il nous a expliqué quand même le parcours du combattant, parce que c'est pas si simple, l'accès à Internet, le câblage, et je crois que son call center est ouvert. Sur ce sujet de l'insertion, parce qu'il y a un vrai débat aujourd'hui de la pénurie d'emploi, mais je me rappelle d'un documentaire américain qui expliquait qu'en fait, les entreprises automobiles avaient préféré transférer l'emploi dans les prisons, parce qu'au lieu de les payer $5, ils les payaient plus que 3, et qu'il y avait en fait un effet d'aubaine. Il y a aussi ce risque, l'air de rien. Bien sûr. Pour moi, pour ça, la logique de rencontre, elle est vraiment importante. C'est vraiment un point d'entrée. La méconnaissance, c'est ce qui crée l'indifférence et la perception qu'il y a un risque ou une complexité, que finalement, il y a peu de possibles pour déclencher ces logiques d'insertion. Donc, il faut multiplier les rencontres des acteurs de l'entreprise avec cet autre monde et les acteurs spécialisés qui l'accompagnent. Il faut quand même préciser que les détenus, pour la plupart, sont des gens qui ont un emploi, qui ont un métier, qui ont une activité. La réalité, c'est quoi, Jean-Michel ? C'est de trouver un peu plus de souplesse, mais en même temps, c'est très contradictoire, parce que par essence, une maison d'arrêt ou une centrale, par essence, il n'y a pas de souplesse, puisque c'est un lieu de détention. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça répond aussi à une problématique sociétale, qui est la problématique de la réinsertion, et donc de la diminution du risque de récidive. De récidive, clairement. Qui est une thématique qui, aujourd'hui, plus que jamais, sensibilise les Français, les heurte même quand on se rend compte que des gens qui ont été libérés de prison récidivent sur des viols, des meurtres, etc. J'ouvre une parenthèse, vous avez cité tout à l'heure le cas donc, de Pierre Guillet, le président d'Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens. Lui, il est quand même très original dans sa démarche parce que son activité de production délocalisée en centrale concerne des condamnés à perpétuité. À perpétuité, dont un homme qui s'appelle Jésus, pour être précis. Donc des gens qui, par définition, ne sortiront pas du tout, ou en tout cas ne sortiront pas avant un très long délai, très tard. Et donc c'est une démarche qui est aussi différente, parce qu'on pourrait considérer que ceux qui passent peu de temps en prison... Pour eux, on réserve les emplois. On réserve les emplois en disant, on les met tout de suite dans une phase, je dirais, qui intellectuellement c'est le niveau aide supérieur. à la réinsertion. Exactement. Parce qu'il y a l'idée aussi de maintenir la dignité des détenus en longue peine. Privé de liberté est une chose, privé de dignité. Dignité en est une autre. Si on terminait sur ces mots, c'est joli. C'est une très jolie phrase. Merci à vous trois. Merci à vous, Clara Lambert, senior manager chez SIA Partners. C'était un plaisir. Merci à Jean-Michel Garrigue, BLB associé. Et merci à Véronique Reilsoult, avec un livre à sortir. Vous viendrez nous le présenter. Présidente de Backbone Consulting. On termine avec Julien Breuil et Fenêtre sur l'emploi. Il fait toujours des analyses pour essayer de savoir, on en est où d'ailleurs du salariat ? Ça plaît toujours ? Vous allez voir, oui, le salariat est toujours plébiscité. C'est Fenêtre sur l'emploi.